Merci beaucoup. Bonjour à tous. Sous le thème d'aujourd'hui, qui est de repousser vos frontières, je suis venu vous parler en quoi l'autonomie nous a amené la liberté chez Calimacil. Donc, Patrick Lessard, c'est moi. C'est moi qui ai fondé Calimacil il y a plus de 10 ans, dans la passion de partir une entreprise puis de pouvoir créer, fabriquer puis distribuer les produits que j'avais envie de mettre au monde. J'ai étudié 10 ans en robotique mobile. J'ai un bac en production automatisée. Malheureusement, Calimacil, c'est très artisanal jusqu'à maintenant, mais cette année, je peux vous dire que là, vraiment, la robotique va venir au service des épées, au service de la production, de la fabrication de nos épées. Donc, Calimacil, c'est quoi? C'est un fabricant de ces produits-là. Ces produits-là qui se veulent des outils, des armes, pour le jeu de rôle grandeur nature. Donc, on va se pratiquer à faire de l'escrime à l'ancienne, mais dans un contexte de sécurité. Et on exporte actuellement 70 % de notre production à l'international. Donc, dans plus de 14 pays, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Italie. On a même des kangourous qui vont jouer au jeu de rôle grandeur nature. On a un beau marché en Australie. C'est plus de 250 produits, de 250 produits qu'on fabrique quotidiennement, donc c'est la production qui se fait juste à temps. On peut faire beaucoup plus de possibilités que ça, parce que nos produits, de façon qu'on les fait maintenant, on les fait de façon assemblable, ce qui fait qu'il y a une page dans notre site Internet où ce que les gens viennent et achètent plus de 10 % de nos revenus proviennent de cette page-là. C'est quoi? C'est des produits personnalisés. C'est là où on va se démarquer de notre clientèle, puisqu'on va fabriquer la lame dans la couleur, la longueur, les spécifications de la tige que le client veut, et aussi la poignée avec tout aussi un dégradé d'options qui sont disponibles. Fait que c'est production juste à temps, items personnalisés. On vend directement à nos clients qui sont des fans, nos fans, nos meilleurs fans deviennent des ambassadeurs. On les adore, ces clients-là. Ils vendent pour nous, ils nous protègent, ils nous parlent sur les forums. Ils vont se débattre de toutes sortes de sujets autour des armes de mousse. Pour eux, c'est leur univers, un univers qu'on crée avec eux. On a 19 employés, puis c'est les produits qui sont Made in Canada. Tendance structurelle, c'est ce que je venais vous parler aujourd'hui. Le commerce électronique est en train de changer le réseau de distribution. Et ça, c'est dans tous les secteurs, surtout le secteur du détail. La structure classique, nos compétiteurs, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, la conception, la marque de commerce est détenue par une maison. Si on prend par exemple Iron Fortress, qui est notre plus gros compétiteur, il est au Danemark. Lui, il a acheté, ou il a trouvé moyen de se créer une entente en Inde pour son réseau manufacturier. Donc, le cuir, la mousse, le métal, tout ce qu'il fabrique est fait en Inde et va passer par un réseau de distributeurs. Il a développé un réseau. Ces distributeurs sont principalement aussi des importateurs, comme il y en a un au Canada, qui va être Epic Armory Canada, il y en a un en Allemagne, il va y en avoir un en France. Puis ce distributeur-là est responsable de distribuer à travers un réseau de boutiques. Réseau de boutiques qui est appelé aussi à se transformer, puisque toutes les ventes s'en vont en ligne. D'ailleurs, même si, je vous disais tantôt, on vend 70 % directement aux clients, 30 % de nos revenus viennent d'un réseau de revendeurs. Bien, dans ce réseau de revendeurs-là, 95 % vont vendre en ligne. Donc, les boutiques aujourd'hui sont en ligne, même s'ils ont une boutique physique. Pourquoi? Parce que les gens magasinent en ligne et ensuite vont peut-être se rendre jusqu'à la boutique pour acheter le produit. Pourquoi les acheteurs font ça? Les acheteurs ont développé cette habileté-là d'aller sur Internet comparer les prix. 30 % des gens vont sur Amazon seulement que pour regarder les prix, regarder c'est quoi, se faire un anchor price dans leur tête, finalement savoir c'est quoi qu'ils devraient payer, et ensuite vont peut-être se le procurer en ligne, peut-être se le procurer ailleurs. De quelle façon? La façon la plus facile. C'est quoi le défi pour la manufacture? La manufacture aujourd'hui, comme je vous disais, le premier palier, manufacturier, qu'est-ce qui fait le manufacturier? Son grand défi, c'est la productivité. Il y a le plus possible être efficace, puis être capable de livrer just in time avec moins de gaspillage possible, être super concurrentiel. Ce qui fait qu'il devient attractif pour un ensemble de concepteurs de produits qui vont faire les produits chez eux, que ce soit des produits électroniques ou que ce soit des produits par le moulage, etc. Le problème, c'est que la manufacture a toujours faim.
Donc, nous, on a choisi de ne pas aller en Chine parce qu'on savait que dès qu'on faisait le transfert de cette technologie-là, même ça a l'air de rien, c'est juste une épée en mousse, mais la recette de mousse qu'on utilise nous offre une durabilité qui est de très loin supérieure à nos clients. À partir du moment que la Chine peut le faire, ou peu importe le manufacturier qu'on n'aura pas le contrôle dessus, peu importe les ententes, vous savez, les Chinois vont toujours trouver moyen. À ce moment-là, on va perdre le contrôle sur le produit. Et ça, on a fait un essai. On a trouvé un Chinois qu'on est allé visiter, qu'on a rencontré, qu'on avait confiance en lui. On a fait des tests avec lui. C'est ancré dans la culture. Pour lui, ce n'est même pas une question que de préjudice. C'est normal. Donc, pour garder le contrôle, on les fait ici. Plusieurs marques vont se retrouver chez le même manufacturier. Quand on a un exemple dans le pain, le même boulanger va faire du pain pour Walmart. Il va le vendre $1 moins cher que le pain qu'il fait pour IGA. C'est le même pain, c'est un emballage différent. À un moment donné, j'ai cherché avec un distributeur local ici pour acheter une drive. Une drive pour faire de l'asservissement sur un moteur, mélangeur de mousse. Je fabrique un mélangeur de mousse avec mon fournisseur. Bon, fait qu'on trouve le produit idéal, c'est parfait. Delta, un super beau produit, impeccable. On vient pour l'acheter localement. Le distributeur dit « ce n'est pas disponible au Canada ». Mais moi, j'étais à 2 clics de dire « buy » parce que je pouvais l'avoir sur Alibaba Express en ligne pour la moitié du prix que ce qui serait au Canada. Fait que je l'ai acheté. Je ne fais pas ça avec tous les produits. J'essaie d'acheter le plus local possible, mais peu importe, l'accessibilité fait loi, le prix fait loi dans le marché, et c'est ça aussi que mon entreprise fait face. Le distributeur, ben lui, ce qu'il veut, c'est être capable de garder un certain contrôle. Il va tirer beaucoup sur le manufacturier pour être capable d'avoir des droits de distribution, des exclusivités, d'avoir des prix, d'avoir des marges. Par contre, quand il peut, il va rebrander le produit, il va essayer de contrôler le marché. Puis dans du cas où on fait de la personnalisation puis du petit volume, c'est très mauvais pour nous. Ça ralentit la pénétration du produit dans le milieu parce que l'avantage du distributeur, c'est d'avoir un stock, d'être capable de répondre à une demande très, très rapidement, que ce soit au niveau du revendeur ou du client directement. Fait que ça, c'est l'étape que les gens ne veulent pas, c'est l'étape que nos clients veulent passer directement chez nous. D'ailleurs, par exemple, la journée où ce qu'on a mis en ligne notre premier site, puisqu'il y avait un bouton « Buy » sur notre site, ça a pris 6 mois. On avait fait plus de ventes que notre plus gros client. Le plus gros client qui, lui, en 1 an, en 6 mois, on a fait plus gros que lui pendant 1 an. Et pourtant, la première année, lui achetait 95 % de notre production. Parce que le client, il veut venir chez nous. Il veut que ça sente Calimacil, il a l'impression qu'il va payer moins cher s'il achète direct, même si ce n'est pas le cas. Le revendeur, ben lui, effectivement, il rebrand nos produits. On en a un qui s'appelle Medieval Collectible. Il enlève nos cartons, il remet son nom dessus, il change le produit, c'est une nouvelle collection, c'est la collection Patriote, Conquistador, peu importe, parce qu'il sait qu'il est sur Internet et il est à 2 clics de notre site. Donc, les gens, pourquoi ils achèteraient chez eux s'ils pensent qu'ils vont l'avoir plus vite en passant par le manufacturier ou par la compagnie mère? C'est ça la difficulté du réseau actuel. En plus de ralentir le produit, la pénétration, le distributeur, le revendeur, il travaille pour lui, il ne travaille pas pour le branding. Et nous, le branding est super important. J'ai une Calimacil, je n'ai pas une épée en mousse quelconque. On n'est pas dans une guerre de prix, on est dans un positionnement de qualité. Selon Deloitte, les ventes Internet en 2025 vont représenter 30 des ventes totales dans le retail. Ce qui veut dire quoi? Vous voyez ici la courbe qui atteint un apogée, qui est une légère décroissante des ventes au détail dans des boutiques physiques. Donc, qu'est-ce qui va arriver? De plus en plus, les gens vont acheter en ligne. Et là, la croissance est phénoménale. C'est pour ça qu'il faut contrôler ce marché-là. Contrôler cette voie de communication-là. Aujourd'hui, comme je dis, on peut acheter tout en ligne. De la nourriture, des pantoufles, des services funéraires, des lunettes. J'ai un de mes employés, une vue un peu compliquée. Les paires de lunettes, ça coûte 300$ d'habitude. Puis il faut qu'il attende l'optométriste, 2-3 semaines de livraison, tout ça. Il a trouvé un site en ligne, 20$ la paire, il les a eu en 4 jours. Il avait sa prescription, ça fonctionne. Le manufacturier, il est appelé à se positionner, il peut vendre en ligne
Et le e-commerce, la vente en ligne, lui permet cette accessibilité-là. Et c'est là-dessus que j'ai été chercher notre plus grande liberté. Le jour où on s'est mis à vendre en ligne, c'est ce jour-là où j'ai senti, hey, c'est-tu le fun? Je peux faire ce que je veux, le produit que je veux, avec les caractéristiques que je veux, le contrôle de qualité que je veux. Je ne suis plus obligé d'attendre de me faire dire par mon revendeur, c'est-tu correct? C'est-tu le bon prix? Est-ce qu'on devrait le faire bleu ou on devrait-tu le faire pour tel marché ou telle chose? Ce sentiment de liberté-là est venu avec l'autonomie des ventes. Je ne suis plus à la merci de ceux qui revendent mon produit. Je peux vendre directement aux clients. Et cette richesse-là, je vais chercher du big data, je vais chercher dans mon réseau de fans, je vais chercher de l'information. Les clients sont avides de nous donner des pistes, de nous donner ce qu'on attend d'eux pour dessiner finalement le cahier des charges puis d'aller les servir de la meilleure façon qui soit. C'est avec ça qu'on est allé chercher la liberté. Merci beaucoup. On l'applaudit. Merci.